On se retrouve pour une nouvelle édition du journal sur Ecofin Télévision. Mesdames et messieurs, bienvenue à vous. On commence avec cette information où les financements du programme présidentiel Debout Jeunes Congolais fait déjà bouger les lignes. Le vice-premier ministre du budget, Adolphe Muzito, a reçu le mardi dernier une délégation gouvernementale pour une séance de travail consacrée à la mise en œuvre du programme présidentiel de création d'emplois et de promotion de l'entrepreneuriat de jeunes récemment adopté au Conseil des ministres et dont les fonds à mobiliser sur les 6 ans pour sa matérialisation s'élèvent à 1,3 milliard de dollars américains. Les tours d'horizon avec Igor Biwaka. Aussitôt l'instruction donnée par le chef de l'État lors de la 79e réunion du Conseil des ministres, le gouvernement souminois s'active déjà à la matérialisation du programme présidentiel Debout Jeunes Congolais. Cet ambitieux projet, dont la mobilisation des fonds sur 6 ans s'élève à 1,3 milliard de dollars américains, vise entre autres la création d'emplois et la promotion de l'entrepreneuriat des jeunes. C'est dans ces contextes qu'autour du vice-premier ministre en charge du budget, Adolphe Muzito, les membres de l'équipe gouvernementale se sont apaisantis sur la question. La délégation comprenait le ministre d'État en charge de la formation professionnelle, Marc Kila Ali Kombo, la ministre du genre, de la famille et de l'enfant, Micheline Ombaye Kalama, ainsi que le ministre des PME, Justin Kalumba Mwanangongo. Raison de plus de circonscrire l'objet de la rencontre à l'issue de l'audience. Aujourd'hui, nous pouvons dire que nous avons été satisfaits de nos discussions avec le vice-premier ministre, ministre du budget, qui est très compétent en la matière et qui était bien entouré. C'était une grande séance de travail qui fait suite à l'adoption par le Conseil des ministres d'un grand programme, le programme présidentiel sur la création des emplois et sur l'entrepreneuriat des jeunes. Ce programme lui-même découle des recommandations de la table ronde nationale sur l'emploi et l'entrepreneuriat des jeunes. Pour mémoire, ces programmes reposent sur 3 axes principaux complémentaires, à savoir la formation professionnelle, le travail, l'emploi et l'égalité des chances, ainsi que l'entrepreneuriat. La Banque africaine de développement BAD a présenté le mardi 24 février 2026 un nouveau projet axé sur la promotion de l'emploi des jeunes à travers l'économie circulaire. Au cours d'un échange avec la ministre de l'Environnement et Développement durable Marie Inyangwe, cette initiative ambitionne de créer des opportunités durables pour la jeunesse tout en renforçant la gestion responsable des ressources et la protection de l'environnement en République démocratique du Congo. Jonathan Makila. L'initiative portée par la Banque africaine de développement auprès de la ministre Marie Inyangwe s'inscrit dans une dynamique stratégique pour la RDC. Miser sur l'économie circulaire pour booster l'emploi des jeunes, c'est faire d'une pierre deux coups, répondre à l'urgence sociale du chômage et relever les défis environnementaux. Dans un pays où la jeunesse représente la majorité de la population, transformer les déchets en opportunités économiques peut devenir un véritable levier de croissance verte. L'objet de notre réunion de ce matin, c'est d'avoir un peu les orientations de son Excellence sur un projet qu'on est en train de concevoir. Un projet qui vise l'emploi des jeunes, emploi des jeunes surtout dans les zones urbaines, les zones périurbaines de la RDC. Et un des volets de ce projet qu'on est en train de réfléchir, c'est sur l'économie circulaire. Donc la question donc de traitement des déchets, recyclage des déchets pour la production donc des autres produits. Donc elle a donné ses orientations. Il y a les programmes, 2 grands programmes que le ministère a déjà conçus. Et dans le cadre du projet qu'on est en train d'élaborer, on pourra donc intégrer certains aspects de ce programme. Reste désormais à voir comment ces projets seront concrètement déployés sur les terrains et quels mécanismes garantiront son impact réel et durable. Le ministre de la Santé publique Samuel Roger Kamba a reçu ce mercredi 25 février 2026 l'ambassadeur de la Fédération des Russes, Karl Tikaz. Leurs échanges ont porté sur les opportunités d'élargissement de la collaboration entre les deux pays, notamment dans la prévention, la surveillance et la lutte contre les maladies à haut risque. Divine Siala nous en parle.
Cette rencontre illustre la volonté partagée de la République démocratique du Congo et de la Fédération de Russie de hisser leur coopération bilatérale à un niveau supérieur dans le secteur stratégique de la santé publique. Un tête-à-tête entre le ministre de la Santé publique Samuel Roger Kamba et les diplomates russes Karl couronne ainsi cette ambition. Aujourd'hui, nous avons eu une rencontre avec son Excellence, Monsieur le ministre de la Santé de la République démocratique du Congo. Et bien sûr que nous avons discuté la coopération entre nos deux pays dans ce domaine et surtout les possibilités de l'élargir de cette coopération. Vous savez qu'il y a beaucoup d'avantages parce que vous savez que dans la République démocratique du Congo, il y a des maladies dangereuses et bien sûr qu'il y a des possibilités de coopérer parce que nos médecins, ils ont l'expérience en ce qui concerne cette lutte contre les maladies dangereuses. Et je crois que nous sommes toujours ouverts pour aider, pour coopérer. Et je répète qu'il y a beaucoup d'avantages pour tous les deux pays. Ici est de signaler que cette rencontre marque le point de départ d'un partenariat renforcé, fondé sur la confiance mutuelle et la solidarité internationale au service de la santé et du bien-être de populations congolaises. D'un ministère à un autre, nous partons au ministère des Mines où le ministre des tutelles Luzwatum Kabamba a pris part le mardi 24 février 2026 à une réunion stratégique de la commission de lutte contre la fraude minière tenue autour du vice-premier ministre de l'Intérieur Jacquemain Chabani. La séance s'est déroulée en présence de l'inspecteur général des mines récemment nommé par le chef de l'État. Au cœur des échanges, l'évaluation de la feuille des routes adoptée à la fin de l'année dernière et les niveaux de mise en œuvre des mesures arrêtées pour assainir le secteur minier. Suivez les détails. Parmi les avancées relevées figure notamment l'identification des entités de traitement opérant en dehors des normes en vigueur, dont les sources d'approvisionnement des mers inconnues, la fermeture des unités non conformes ainsi que les recensements des coopératives minières et des zones d'exploitation artisanale auxquelles elles sont affiliées. Malgré ces résultats encourageants, la Commission reconnaît que les défis importants persistent. Une autre problématique évoquée est celle de la prolifération d'exploitations illégales, se dissimulant sous les labels de l'artisanat minier. Ces pratiques se traduisent notamment par l'occupation des sites concédés et l'usage d'engins lourds, en violation du cadre légal en vigueur. L'objet de la réunion d'aujourd'hui autour du VPM de l'Intérieur, c'était de réunir la commission de lutte contre la fraude minière et faire un état des lieux ou une évaluation des actions qui avaient été reprises dans la feuille de route, sur la feuille de route qui avait été convenue fin de l'année passée, savoir où on en est et qu'est-ce qu'il y a encore lieu de faire. Bien entendu, il y a encore énormément à faire. Il y a un certain nombre d'actions qui ont déjà été accomplies sur terrain, mais il faut encore aller plus vite et encore faire encore plus parce que aujourd'hui, nous avons cette problématique avec les artisanaux. Nous avons des creuseurs artisanaux et des coopératives qui sont tout à fait honnêtes et responsables et qui ne demandent qu'une seule chose, travailler en conformité avec la loi. Mais nous avons également la problématique de tous ces envahissements illégaux sous le label de l'artisanat minier, mais qui amènent des grosses machines et qui vont dans les zones concédées et qui font des exploitations tout à fait illicites et illégales. Nous avons convenu d'un plan d'action très offensif pour pouvoir mettre fin à cela. Je crois que dans les tout prochains jours, on verra des actions concrètes se réaliser. Face à cette situation, les autorités ont souligné l'impératif de faire une distinction claire entre les réseaux frauduleux et les exploitants artisanaux régulièrement établis, dont les activités doivent être protégées et mises encadrées. Les gouverneurs de la Banque centrale du Congo, André Wameso, a réuni les mardis 24 février et les représentants des Bloomberg LP
et du banque commerciale pour le lancement de la phase bêta de la plateforme Bloomberg FX Geo DRC. Par cette réforme, l'institution monétaire entend restructurer le marché d'échange, renforcer la transparence et améliorer les contrôles des transactions en devises et compléments d'information dans cet élément. C'est une réforme structurante pour l'économie congolaise. En lançant la phase bêta de la plateforme Bloomberg FX Go DRC, la Banque centrale du Congo pose les bases d'un marché d'échange plus moderne et mieux régulé. Le marché des devises en République démocratique du Congo a longuement été marqué par une faible transparence dans la formation de taux et une circulation fragmentée de l'information entre les banques. Résultat, volatilité du franc congolais, écart des prix importants et difficulté pour l'autorité monétaire d'intervenir rapidement. Avec cette plateforme électronique développée en partenariat avec Bloomberg LP, les transactions interbancaires pourront désormais être servies en temps réel. Un changement majeur qui devrait améliorer la traçabilité des opérations, renforcer la confiance entre les acteurs financiers. Le gouverneur André Wamiso mise ainsi sur la technologie pour corriger les faiblesses structurelles du marché du change. La phase bêta, prévue pour 6 semaines, servira à tester la robustesse du système avant son déploiement officiel annoncé dans 2 mois. Et cet élément a été annoncé à la vitrine de ces journaux, la matinée fiscale consacrée aux innovations introduites par la loi des finances exercice 2026 s'est clôturée le mardi 24 février 2026 au siège du Conseil permanent de la comptabilité au Congo, CPCC. Pour la deuxième journée, les échanges ont porté notamment sur les acomptes provisionnels et l'imposition des revenus des capitaux mobiliers avec un focus sur les modalités des calculs et des prélèvements applicables aux bénéficiaires non résidents en République démocratique du Congo. Edi Boma pour les reportages. Cette session des formations, qui s'inscrit dans la dynamique d'appropriation des réformes fiscales, a réuni experts comptables, fiscalistes, cadres d'entreprise et autres praticiens du secteur. L'objectif était de décrypter les nouvelles dispositions fiscales et d'harmoniser leur compréhension en vue d'une meilleure application. Pour cette deuxième journée, les travaux ont principalement porté sur les acomptes provisionnels ainsi que sur l'imposition de revenus des capitaux mobiliers. Dans sa synthèse des clôtures, le secrétaire général du CPCC, le professeur William Bouyamba, s'est félicité de la qualité des échanges et de la forte mobilisation des professionnels. Il a souligné que la compréhension fine des nouvelles dispositions fiscales constitue un levier essentiel pour améliorer la conformité fiscale et sécuriser les opérations des entreprises. La matinée fiscale a porté sur les éléments importants concernant les innovations, notamment en rapport avec l'IS et l'IRPP, l'impôt sur les sociétés et l'impôt sur les revenus des personnes physiques. Nous avons insisté sur les innovations concernant les charges déductibles, les revenus imposables. Nous avons insisté aussi sur les innovations concernant la réévaluation des actifs immobilisés. Et nous avons aussi abordé des questions sur la parafiscalité et des redevances perçues par la DGRAD. Après ces 2 jours, il faut dire qu'ils ont eu des précisions et des bonnes interprétations, la bonne lecture des dispositions de la loi sur l'IS et l'IRPP. Cette matinée fiscale se referme ainsi sur une note pédagogique avec pour ambition de renforcer la discipline fiscale et de professionnaliser davantage l'écosystème comptable et financier du pays. Prenons cette information. Un Congolais sur 10 seulement a accès à l'électricité. C'est ce qui révèle le dernier rapport de l'Institut national de la statistique pour la période allant de l'année 2024 à l'année 2025. Un chiffre qui inquiète la société civile alors que l'accès universel à l'énergie reste un enjeu majeur de développement. Reportage signé Ben Chokuta et Djomanana. Ce n'est même pas 50 ni 30, c'est moins de 15%. Plus précisément, 13,4% de la population congolaise a accès à l'électricité selon les données de l'Institut national de la statistique. Du côté de la société civile, la préoccupation est vive. La coalition des organisations de la société civile pour le suivi des réformes et de l'action publique, CORAP,
insiste sur l'adoption rapide de la politique nationale de l'électricité. Si vous voyez les chiffres du potentiel solaire de l'Allemagne, celui de le plus faible potentiel solaire de la RDC dépasse le plus fort potentiel solaire de l'Allemagne. Ce qui veut dire qu'aujourd'hui, l'Allemagne est parmi les leaders au niveau mondial des énergies solaires. La RDC devait l'être autant. Vous voyez. Et donc, parler de 13%, on n'est pas sur une bonne voie. Et la CORAP estime qu'un accès universel à l'électricité est possible en moins de 10 ans, à quelques préalables près. Nous pensons que d'ici 2030, si les efforts sont fournis, 100% des Congolais auront accès à l'électricité à partir du niveau 1 et 2. Et ça dépend bien évidemment des réformes qui doivent être mises en place. Ça dépend de facilités d'investissement qui pourront être développées. Ça dépend justement de ce cadre fiscal et parafiscal qui pourra être adapté au contexte et surtout aux exigences du terrain qui permettra justement aux communautés locales d'avoir accès, ou des populations générales congolaises d'avoir accès à l'énergie. Selon le rapport, Kinshasa reste la seule province avec un accès élevé à l'électricité. Pour l'heure, le gouvernement mise sur le projet compact énergétique de 37 milliards de dollars et qui ambitionne de ramener à 62% le taux d'accès à l'électricité en RDC à l'horizon 2030. La relance économique de la République démocratique du Congo passe prioritairement par l'agriculture, un secteur qui demeure pourtant sous-valorisé. Cette situation contraste avec les potentiels agricoles dont dispose le pays, appelé à se doter d'une stratégie ambitieuse pour dynamiser sa production nationale. On écoute à propos Rondi Kalaï, juriste consulte en entrepreneuriat au micro de Patrick John Mukengishaï et Eddie Boma. Je soutiens cette thèse-là, pour autant que avoir les terres arables que nous avons en République démocratique du Congo, on peut facilement dire que la RDC est un pays à vocation agricole. Avoir l'hydrographie que nous possédons ici, les cours d'eau que nous avons sur toute l'étendue de la République démocratique du Congo, il y a lieu de comprendre que ce pays est un pays à vocation agricole. Alors je suis d'avis en tout cas avec ceux qui disent que le développement de la République démocratique du Congo devra partir de l'agriculture. Sauf qu'il faut, à regard soutenu, une stratégie de taille mise en place et bien mesurée. Avant d'arriver au sous-sol, on commence d'abord par le sol. Et pourquoi pas commencer à développer l'économie de notre pays par le sol, par l'agriculture, tout comme on le fait également avec le sous-sol. Parce que avec le sol, j'ai l'impression que ça ne demande pas de gros engins, comme c'est le cas également avec le sous-sol. Ça ne demande pas des gros montants, tout simplement. On peut avoir des tracteurs. En termes de financement, par exemple, on peut activer par exemple le crédit bail pour permettre aux agriculteurs de pouvoir se doter des engins appropriés pour développer l'agriculture ici en République démocratique du Congo. Je pense qu'il y a une nécessité de s'intéresser à l'agriculture autant qu'on s'intéresse au sous-sol qui demande beaucoup de prospection, beaucoup d'études et beaucoup de coûts. De plus, un élément que vous avez retrouvé à la vitrine de ce journal, à la place des artistes, au rond-point Victoire, l'animation mêle désormais culture et commerce informel. Jadis vitrine artistique de la capitale, l'espace se retrouve encombré par des étals improvisés et une circulation chaotique. Passants, commerçants et artistes doivent cohabiter au quotidien. La survie économique prend les pas sur la valorisation artistique. Derrière cette effervescence se posent des enjeux d'organisation et d'aménagement. Les opérations de déguerpissement sont fréquentes mais temporaires. Dans ces reportages de Grace Mayo et Reben Manata, les acteurs du secteur témoignent de difficultés qu'ils rencontrent.
Jadis vitrine artistique, culturelle et lieu touristique, la place des artistes et ses alentours au rond-point Victoire à Kinshasa se transforme peu à peu en un espace occupé par les sans-abri et envahi par le commerce informel. L'insécurité et l'encombrement y battent leur plein au grand étonnement de passagers qui traversent la zone. Ce marché pirate doit être démantelé. Si les touristes viennent visiter la place des artistes, réputée au-delà de nos frontières, et qu'ils y découvrent un commerce anarchique, cela ne donne pas une bonne image de la ville. Pour le vendeur, leur présence sur le trottoir n'est pas un choix mais une nécessité. Ils s'installent ici pour survenir à leurs besoins. Si nous vendons ici, à même les sols, c'est pas par plaisir, c'est avant tout parce qu'il n'y a pas d'emploi. Les places dans le marché public sont trop coûteuses pour nous. Alors, nous n'avons pas d'autre choix que de nous installer ici pour survivre. Quant aux photographes et acteurs culturels, les lieux perdent peu à peu sa vocation artistique. L'encombrement et le manque d'entretien rendent la pratique de l'art difficile et nuisent à l'image de la place. Place des artistes. La place des artistes était autrefois le miroir culturel de la RDC. Un espace dédié à la valorisation des talents et à l'expression artistique. Aujourd'hui, l'image de ces lieux emblématiques est ternie par la présence des sans-abri et du commerce informel qui l'occupent progressivement. Nous appelons l'autorité urbaine de prendre toutes les mesures pour restaurer l'ordre et redonner à cet espace sa vocation première. Nous invitons également le ministre de la Culture à s'impliquer davantage dans la protection de ce patrimoine qui demeure un bien public et un symbole culturel à préserver pour les générations futures. Patrimoine public. Selon le bourgmestre Charlie Louboya, la place des artistes est officiellement sous la responsabilité du musée en collaboration avec la mairie communale. Nous procédons parfois à des déguerpissements pour libérer l'espace, mais faute de police municipale permanente, ces mesures restent temporaires. Les commerçants reviennent quelques jours après. Notre défi reste de concilier culture, sécurité et besoins économiques des habitants, nous a-t-il dit hors caméra. Entre survie économique et préservation d'un lieu culturel, la place des artistes illustre les tensions entre aménagement urbain et réalité sociale. Et sans solution durable, l'espace continue de perdre peu à peu son rôle de vitrine artistique de la capitale. Ça n'est fini pour aujourd'hui. Merci de votre attention. Merci de rester sur Ecofin Télévision. Je vous retrouve demain à la même heure avec les mêmes plaisirs. D'ici là, portez-vous bien.